Alors j'ai créé Sidext officiellement en 2022. Donc c'est un assistant intelligent qui permet de prendre des notes automatiquement pendant toutes les réunions en présentiel, hybride. Et c'est des prises de notes ultra personnalisées pour chaque métier. Donc on comprend le métier de chacun et après on peut directement créer des comptes rendus complètement automatisés et sécurisés. Tu dirais que tu es dans un business tech ou humain? Sidext, c'est plus gros que toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es lancé? T'es comment, toi, vis-à-vis de l'avenir aujourd'hui? Est-ce que tu doutes pas par moment? Il se passe quoi si un de tes collaborateurs, il se barre ou elle se barre pour monter une boîte? Comment t'as eu l'idée? Quoi la mission, en fait, à travers ça? Qui détient nos datas? C'est ça, un entrepreneur ou une entrepreneuse, quand on dit qu'il a la dalle? Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Enki, la solution de mobilier par abonnement qui révolutionne l'aménagement professionnel. Enki propose des solutions flexibles pour équiper vos bureaux, vos hôtels ou vos espaces commerciaux sans avoir à immobiliser votre trésorerie. Mais aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet bien précis. C'est Enki Invest, leur plateforme d'investissement participatif. Comment ça se passe? Avec Enki Invest, vous pouvez investir dans des projets de mobilier durable et bénéficier d'un rendement annuel allant jusqu'à 8,5%. Ça commence à 500 € et c'est une opportunité unique de faire fructifier et votre épargne et en même temps de soutenir l'économie circulaire. Ils vous proposent et ils vous offrent avec le code dans la tête d'un CEO 100 € sur vos premiers investissements. Rendez-vous sur enki.com/enki-invest. Enki, c'est E-N-K-Y, vous vous trompez pas. Bref, un grand merci à Enki de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre et à miser sur vous. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. J'ai l'impression que mes intros se ressemblent un peu trop en ce moment, mais je fais beaucoup d'épisodes. Nouvel invité. Nouvel épisode, nouveau sujet, mais toujours beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Inès. Comment vas-tu, chère Inès? Très bien, merci de me recevoir dans ton podcast. Bah écoute, ravi que tu sois venue jusque dans nos bureaux, malgré les galères de métro que j'ai eues et que Jade aussi a eues. Donc je t'ai cru directement. Bon, première question. T'es entrepreneur? Oui. Qu'est-ce que t'as monté? Alors j'ai créé Sidext Qu'est-ce que Sidext? en 2022, officiellement en 2022, alors officieusement évidemment bien avant. Donc c'est un assistant intelligent qui permet de prendre des notes automatiquement pendant toutes les réunions en présentiel, hybride. Et c'est des prises de notes ultra personnalisées pour chaque métier. Donc on comprend le métier de chacun et après on peut directement créer des comptes rendus complètement automatisés et sécurisés parce que toute la sécurité des données, c'est un grand enjeu d'un l'IA. J'allais dire, on va en parler, mais en vrai, pas forcément. On va un peu parler d'IA. Bon, donc c'est grâce à l'IA, tout ça? Oui, grâce à l'IA, on a eu un momentum, Ok. on a eu un vrai boost. Mais oui, l'IA... Votre solution repose sur l'IA. Ouais. Ok. On va pas parler de ça. On va commencer par ma première vraie question qui m'intéresse énormément. Tu es CEO? Oui. Qu'est-ce qu'un CEO ou une CEO? Alors, Car ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. un CEO, je pense, le rôle d'un CEO va vraiment évoluer, tout dépend de la taille de la boîte. Donc là, dans la place dans laquelle je suis aujourd'hui, donc on reste quand même une boîte, on est une vingtaine dans la boîte, ça reste quand même assez petit, entre guillemets. On va être un couteau suisse. Donc en fait, un CEO, ça va être plutôt c'est dingue, vous dites tous la même chose. Mais c'est vrai, du coup. C'est vrai, ça en doit fait. être vrai. On fait du recrutement, de la levée de fonds, du sales, Et t'es experte du de quoi, product. toi? En fait, on est un peu De expert de rien. tout et de rien. Après, il titille. faut qu'on sache aussi là où sont nos forces et là où sont nos faiblesses. Et je pense que la plus grande qualité d'un CEO, c'est d'avoir du recul et de se dire, OK, là, je suis vraiment bon. Et là, je suis vraiment pas bon. Et comment trouver des solutions dans les... Tu vois à mes yeux que tu me lances des perches. Inès, dans quoi es-tu bonne et dans quoi, après on parlera du moins bon. C'est quoi tes forces? Alors, Ou c'est quoi ta zone de génie? Alors, zone de génie, Ah. c'est un grand mot, on va dire. Là où je me sens le plus à l'aise, c'est la vente. Ok. Donc, ça a été vraiment Une bonne commerciale, tu sais bien vendre. je suis la commerciale de la boîte. J'ai fait les premières ventes de la boîte. Je pense que je continuerai à faire de la vente tout au long de mon parcours Sidext. Ok. Aujourd'hui, je reste encore la directrice commerciale de ma boîte. Donc, vraiment, c'est
pour moi, c'est vraiment mon pôle un petit peu préféré. Et Ouais. il y a le marketing et la communication aussi. Je pense que je connais bien et que je continue à apprendre aussi au fur et à mesure. Voilà. Et les zones d'amélioration. Ah oui, On va mettre un peu de dentelle. alors, les zones d'amélioration. Bah, tout Allez, à- 3 qualités, 3 défauts. C'est parti pour on est dans l'entretien un... C'est ça. d'embauche. Horrible ces Donc, je postule questions. à quel poste? Tu pourras le définir vu que t'es couteau suisse. On va dire que... C'est quoi les trucs en vrai que t'aimes pas mais que t'es obligé de faire parce que t'es CEO et que tu Bah, en peux fait, pas aimer c'est 100% les du job? choses auxquelles j'ai pas eu d'expérience jusqu'à présent. Je pense il va y avoir du recrutement, tout ce qui va être management. Enfin, c'est des rôles en fait sur lesquels soit on a beaucoup d'expérience, qu'on connaît bien et qu'on a déjà fait, soit si on n'en a pas, bah, on apprend sur le tas. Et Le là, c'est ce management, qui... clairement, la gestion humaine. Gestion humaine, gestion des talents, attirer des talents, recruter, trouver aussi le sweet spot entre on a recruté assez pour aller vite, mais pas trop pour exploser en cours de route, quoi. Donc, Tu dirais que t'es dans un business tech ou humain? humain, Alors, humain, alors que 100%. Sidex, d'ailleurs, il n'y a pas le point AI? Non, on n'a pas de Non. point AI. Ah, rares sont. Parce qu'en général, les boîtes, elles sont bien fières. Mais non, pour revenir à ma question, ton produit est tech, mais tout ce que tu gères, toi, au quotidien en tant que CEO, c'est que de l'humain? Enfin, C'est que de pratiquement, l'humain. ouais. Et même notre vision, en fait, chez Sidex, c'est qu'on met à profit la tech Pour l'humain. pour l'humain. En fait, on redonne du temps à l'humain, on leur redonne aussi de l'épanouissement professionnel parce qu'on automatise des tâches qu'ils n'aiment pas du tout faire. Et donc, vraiment, on remet au centre l'humain et on les assiste avec de la tech. Donc, c'est Donc, vraiment un ben, business d'humain. un podcast sous le signe de l'humain. Bon, je crois que les gens connaissent en général. C'est un petit peu ça, l'ADN de mon podcast. C'est mon autre question qui m'intéresse. C'est un peu la fin de l'intro. Tu vas comprendre. Mhm. Euh, je pense que ce podcast devrait s'appeler Dans la tête d'un fondateur ou d'une fondatrice plus que d'un CEO. Parce que je pense qu'un CEO peut être là en tant qu'intérim. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est de partir d'une feuille blanche et de créer tout ça. J'aimerais savoir, toi, quelle est la différence que tu vois si on t'associe au job de CEO ou plutôt la casquette de founder? Mhm. Et quelle casquette t'aimes le plus? Alors, la casquette que j'aime le plus, c'est... et je ne sais même pas s'il y a vraiment un rôle qu'on peut attribuer là-dessus, mais c'est vraiment créer quelque chose de nouveau dans la boîte. Donc, ça va être créer un nouveau département, créer une nouvelle stratégie, m'attaquer à un problème que je vais devoir dénouer et sur lequel je vais devoir travailler sur court terme, moyen terme, long terme. Ok. Donc, par exemple, ce que je peux dire, c'est la levée de fonds, j'avais jamais fait ça. J'ai dû m'attaquer au sujet, essayer de comprendre comment ça marche, et après devenir, entre guillemets, experte là-dessus, parce que j'ai dû la closer, en fait, cette levée de fonds. Et pour ça, il faut que tu connaisses tout de la levée et savoir comment ça fonctionne. Donc c'est le Donc challenge, tu c'est dirais. vraiment, Ok. je vais dire, oui, c'est s'attaquer à un challenge, créer une nouvelle chose, et voir aussi bah, d'autres personnes grandir au fur et à mesure. Donc ça c'est relié un peu au management. C'est comment avoir de l'impact sur les personnes avec qui tu collabores. Sidex, c'est plus gros que toi? C'est une boîte qui est plus grosse que toi. Demain, tu ne fais plus partie de Sidex, ça continue à exister? Bah, tout dépend comment sera Sidext sur le long terme. Est-ce que ce sera encore une boîte sur laquelle j'aurai vraiment un impact? Parce qu'en fait, si je n'ai plus d'impact dans la boîte, si je me rends compte que en fait, j'ai plus de valeur ajoutée, bah oui, donc Sidext tournera sans moi. Il y a une Mais si... expiration date? Il y en a une, tu penses, il y a- pour toi même? Et c'est là où j'essaye de voir la différence entre founder et CEO. C'est qu'un CEO ou une CEO qui gère 20 personnes versus même 200 personnes, Ouais. c'est pas le même job. Eh ben, il va falloir me poser la question quand j'atteindrai les 200, 2000 personnes pour savoir si c'est quelque chose qui me plaît encore autant. En tout cas, aujourd'hui, forcément, c'est le projet avec lequel j'ai démarré, c'est la feuille blanche avec laquelle je suis arrivée. J'ai commencé à pitcher, j'ai écrit mes premières lignes Mhm. de pitch dessus. J'ai commencé à créer mon premier prototype. Donc, pour moi, ça reste quand même quelque chose un peu émotionnel aussi. Bien C'est sûr. pas que du C'est ça la concret. diff avec un CEO, c'est que le founder, il y a plus d'émotions dedans.
Je pense que oui, c'est plus émotionnel. Je pense qu'il y a aussi un côté, où, on a une attache particulière, on a créé aussi, quelque chose du début, alors que le CEO peut arriver à n'importe quel moment, de la société, et va avoir un côté, plutôt gestionnaire, là où un founder, au début, va avoir personne en fait à gérer et il va devoir créer quelque chose, Donc sans appui. créateur ou créatrice, c'est founder pour toi et j'ai le sentiment que c'est cette casquette que t'aimes beaucoup, non? Oui, et je pense que cette casquette évolue au fur et à mesure. Donc, on va créer, alors au début, ça va être vraiment créer un produit dès le début. Ça va être recruter la première personne. Ça va être créer une stratégie, aller chercher des clients. Enfin, il y a vraiment un premier sujet. Et après, en fait, ça va évoluer au fur et à mesure. Et on va toujours avoir en tout cas aujourd'hui, j'ai encore ce sentiment de créer continuellement quelque chose. Et j'espère que ça s'arrêtera pas et je pense que peut-être que le jour où ça s'arrête, où je sens Mmh. que on va rester plutôt sur quelque chose de très, factuel où, bah, en gros, il y a une strate long terme, qui m'a été, dictée par, un board ou telle chose et que je dois juste, faire ce qu'on me dit. Bah, là, je me rends compte qu'en fait, c'est plus la liberté que j'avais dès le départ, et que ça c'est plus un rôle, des cases à cocher, Oui, voilà. presque de l'exécution, quoi. Et je vois très, très bien, tu as besoin de porter ce projet. C'est ma dernière question, un peu là-dessus. Je sais pas comment tu l'as dit, mais à un moment, tu as dit ma période Sidex ou l'épisode Sidex. Et en fait, moi, ce que j'entends dedans, c'est que ça a un début, mais ça a Mmh. aussi une fin. On a très bien compris que les victoires aujourd'hui n'ont aucune importance si tu n'as pas en visu tes premiers mois de galère, ces premières feuilles blanches, Mmh. ces protos. Euh, Attends, là, je suis en train de broder, là, et je me dis, merde, je perds ma question. Mmh. Non, ma question, elle va revenir. Est-ce que il y a une date d'expiration et est-ce que tu te sens entrepreneur, genre en mode Mmh. Sidex, c'est mon premier bébé, mais t'en auras plein d'autres, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a trop d'émotions attachées à ça ou est-ce que Ouais. dans ta vie, tu te dis, je suis entrepreneur et je pourrais monter plein d'autres projets? Putain, question bien farfelue, mais on va y arriver. Non, mais je pense que c'est clair. Enfin, en tout cas, les fondateurs que je croise autour de moi, ont ce même état d'esprit de, en gros, nous, ce qu'on aime, c'est monter des boîtes, donc ce sera jamais la dernière. On va toujours avoir des idées. Moi, j'ai des idées tous les jours, hein, Ok. même de nouvelles boîtes, hein, où je me dis: «Ah mais ce serait génial». Je vois quelque chose et je tourne directement la chose en un business plan, où je me dis: «Mais ça, Tu ce serait cherches les génial». problèmes En aujourd'hui. fait, c'est ça, on cherche les problèmes au quotidien autour de nous et on se dit: «Mais comment on peut résoudre? Comment on peut arriver à monter un business là-dessus?» On va faire des comparatifs là où il y en a pas. Enfin, on va vraiment voir autour de nous, tout un volet très, founder oriented où on va se dire: «Bon, bah, ça, on peut, monter une boîte, qui va, avoir un ROI de temps, avoir un impact sur, telle personne, Ça te on va passionne? changer ça». Bah, en fait, c'est même pas que ça me passionne, c'est que, depuis toujours, j'ai toujours vu les choses, de cette manière-là où je voulais créer quelque chose. Je pars en voyage, je vois un truc, je me dis: «Mais c'est dingue, en fait, on pourrait faire ça de telle manière, ce serait encore mieux, on pourrait, l'optimiser de telle manière». Enfin, c'est constant et c'est plus fort que moi de pouvoir le faire. Donc je pense, alors à date aujourd'hui, je suis full focus, Sidext, mais c'est sûr que, On salue tes investisseurs tout et tes board members. tout au long, en fait, je pense, de ma vie, je vais continuellement réfléchir en, ça ce sera un super business à monter, ce sera un super business à lancer et voir, où est-ce que je vais sauter le pas, à quel moment, je vais sauter le pas pour remonter un autre business. Un grand merci pour ta réponse. Je me rends compte à quel point ma question n'était pas bien posée. Entre, tu vois, ce que j'avais en tête et comment c'est sorti, j'étais en mode, mec, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est bien, on va en parler de la communication, de à quel point Ouais. il y a des biais aussi de compréhension. Par contre, ce que j'adore dans ta réponse, c'est qu'en fait, tu es en train de dire, il y a un avant et un après Sidext. C'est ta première boîte Sidext? Ou tu avais Alors, déjà eu des projets avant? j'ai déjà eu 2 autres projets avant, mais c'est ma première start-up. On va en Voilà. parler. Ah, très intéressant. Je voulais aussi te poser la question, on en reviendra après, mais est-ce que Sidex c'est une start-up? Est-ce que tu as envie de la revendre? Est-ce que tu as envie que ce soit une billion dollar Mmh. compagnie? Ou juste une belle ETI, même pas qu'une Ouais. PME, une ETI qui vit bien? Ce sera pour plus tard. OK. Pour revenir là-dessus, il y a un déclic.
J'ai l'impression que ce déclic fait qu'aujourd'hui, quand tu abordes des problèmes, quand tu vois des choses, c'est même pas que tu vois des choses, c'est que tu cherches les problèmes, je le maintiens ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu as eu ce déclic de te dire, tu as la capacité de les résoudre. À quel moment il est venu ce déclic? Est-ce que c'est potentiellement ces premiers projets où tu as eu des victoires qui sont peut-être pas financières? En fait, c'est clairement les premiers projets, parce que au tout début, donc la premier projet que j'ai fait, c'était une entreprise sociale où on gagnait quasi pas d'argent parce que c'était vraiment pour le L'humain. bénéfice. C'était vraiment pour l'humain. Et c'est ce qui m'a motivé au tout début et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui d'avoir cet impact sur l'humain. Donc Ok. en fait, un- c'était en Hollande, donc c'était comme Meet My Mama en France. Je ne sais pas si Il est les gens terminé, connaissent, non? mais c'est un service de traiteur pour les femmes réfugiées. En gros, c'est des femmes réfugiées qui proposent leurs services à des corpos, enfin, pour des events corpos, etc., sous un format de traiteur. Et donc j'ai fait la même chose en Hollande, et il y a 10 ans de ça, euh, quand j'étais étudiante. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est dingue l'impact qu'on a eu sur une vingtaine de femmes réfugiées qui ont réussi à apprendre la langue, qui ont commencé à être indépendantes. Et à ce moment-là, limite, je voulais même pas gagner d'argent dessus. Je me suis dit, il faut que je réinvestisse un maximum pour que ça grossisse, et Mhm. qu'on ait le maximum d'impact sur ces gens-là. Et donc, ça a attiré d'autres personnes. On était une équipe de 5 personnes, puis on travaillait dessus. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il y a un truc. Mais En il y fait, avait. on peut avoir un impact justement sur les gens. On peut arriver à transformer la manière dont à ce moment-là, c'était dont elle vivait. euh, T'avais des doutes sur la faisabilité du projet? Euh, alors, en fait, j'avais pas vraiment de doute parce que comme j'avais jamais monté de projet et que je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, j'avais 18 ans, on me dit, bon, bah, parce que donc, je parlais arabe et anglais, donc pour les entreprises, je parlais anglais, je pouvais traduire pour elles. Je me suis dit, bah, en fait, il y a pas de. Il y a pas de barrière, Oui, il quoi, n'y a pas c'est de barrière, facile, ouais, c'est OK. super facile. Et au début, je me suis dit, mais en fait, monter une boîte, c'est super facile. On va pouvoir connecter les deux et puis acheter des ingrédients, Mmh. cuisiner, et puis tout le monde est content. Et puis voilà. En fait, pas du tout. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des problèmes de stockage, il y a des problèmes C'était quoi les plus gros de problèmes? C'est l'humain ou pas? Hem, alors, je pense que c'était créer une culture professionnelle, là où ces femmes étaient vraiment dans le partage. Alors, elles achetaient en masse, ce qu'elles voulaient, c'était vraiment faire plaisir aux gens, sauf qu'en fait, quand tu montes un business, tu as des budgets, Ouais, ouais, je vois ce tu que peux tu veux dire. pas tu dois toujours aussi être assez professionnel, même dans ta ponctualité, dans la manière dont tu te présentes aux C'était clients, un et projet, cetera. émotion et pas assez financier? Heu, Enfin ou p oui, ouais, oui, mais héroïste? du coup qui m'a appris à monter des projets qui doivent être héroïstes pour être pérennes. Parce que sinon, en fait, le projet, il tombe à l'eau au bout Mmh. d'1 mois, quoi. Et même si c'est une Hem, asso, hein, tu as oui, un oui, budget à gérer et bien sûr, cetera. bien sûr. En fait, dans chaque cas de figure, et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, en fait, il y a quelque chose à faire, il y a un business à monter, Mmh. il y a même, des perspectives de croissance. Donc pour pouvoir croître, heu il faut que je fasse en sorte que les finances fonctionnent bien, qu'on recrute les bonnes personnes autour de nous pour faire de la com, pour aller chercher les bonnes boîtes, pour, mettre en avant aussi ces femmes-là, pour qu'elles puissent apprendre la langue, parce que ce qu'il faut, c'est que si elles puissent communiquer avec les personnes en face. Et c'était un challenge, mais un challenge qui m'a appris justement que une boîte, c'est pas super facile, parce qu'on a trouvé une super idée, qu'on la garde pour nous parce qu'on veut que personne nous la pique. C'est vraiment, pour moi, c'est 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 vraiment, même en amont de monter une boîte, c'est de se dire, OK, j'ai une idée, mais il y a eu probablement 10 000 personnes qui ont eu la même idée. Tout ce qui va vraiment jouer, ça va être la qualité d'exécution et la manière dont on va justement gérer ces problèmes, challenger au quotidien, et puis surmonter ça. Ça fait écho avec un podcast que j'ai fait avec, un autre invité récemment, et on en était venu à se dire que la naïveté était quand même un très bon moteur pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je veux savoir par rapport à ce que tu me dis, qu'est-ce qui fait que toi tu t'es lancé à cette époque-là à 18 ans et que les 10 000 autres personnes qui ont eu cette idée l'ont pas fait? Je pense que c'est tout à fait vrai. La naïveté, c'est ce qui fait qu'on peut créer des miracles, parce qu'en fait, on n'a pas de barrière émotionnelle. On va pas anticiper des problèmes
qu'on devrait anticiper. Et je pense que si je savais aujourd'hui toutes les galères par lesquelles je suis passée pour arriver là où j'en Il suis n'y chez aurait pas eu Sidex, Sidex. Ouais. je me serais posé en 10 questions avant de Ouais. démarrer Sidex. Là où au début, je me suis dit, ah bah, monter une boîte dans la tech, c'est trop facile en fait. Il faut une bonne idée, il faut 2-3 concours et puis après, on signe des clients comme ça. Hein. Tout le monde va vouloir avoir mon produit. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais je suis très contente d'avoir démarré un petit peu sur ce côté un peu naïf. À Jeu l'époque. presque, non? C'était un jeu? Oui. Ouais, c'était un petit kiff. Je voulais savoir, tu pourras nous parler de cette deuxième boîte. Je suis assez, enfin, ou ce deuxième projet, en tout cas avant que tu montes Sidext. Euh, Juste à ce moment-là, t'es scolaire, toi, ou pas? T'as 18 ans, t'es une bonne élève. C'est comment tu vois la vie, enfin, c'est une question déjà, et comment tu vois le côté de ces fins des études qui arrivent, enfin, probablement dans 5 ans, Mm. et début de la vie pro. Est-ce que c'était un choix pour toi qui était anxiogène, ou à l'inverse, est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que tu cherchais? À être riche, à avoir un impact Ouais. sociétal, c'est quoi? Alors, je voulais être libre. J'ai toujours voulu être libre et pour ça, je me suis toujours dit qu'être libre, c'était voyager partout, découvrir le monde, vivre dans plein de pays différents. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je me suis dit que pour moi, être forte à l'école, allait m'ouvrir des portes à l'étranger et grâce à ça, je pouvais aller où je voulais, dans n'importe quel pays, étudier Ok. n'importe où. Donc vraiment, c'était mon moteur. T'as grandi où? En en banlieue I don't parisienne. know, je te En prends. banlieue parisienne, T'as grandi en banlieue? j'étais en banlieue parisienne, j'étais, à Neuilly, au lycée et ensuite, je suis partie à l'âge de 17 ans en Hollande, et après j'ai commencé à un petit peu, parcourir le monde, à travers mes études, à travers Ok. mes expériences pro et cetera. How come Hollande? La Hollande parce que, meilleur rapport qualité-prix niveau business school, c'était, Ah, mais t'es partie toute u seule, donc ouais, une ok. école de commerce, j'avais Putain, trouvé, ok. une école de commerce qui était, aussi bien classée que HEC et l'ESSEC, qui coûtait, 20 fois moins cher Ok, et hyper smart. et qui proposait aussi, des échanges, des expériences aussi un peu, enfin professionnelles, hein, assez intéressantes. Donc je me suis dit: «Bon, bah, let's go». Trop stylé. Et Et c'était grâce quoi, à ouais, ça tes ambitions? Bah, excuse-moi, vas-y. ouais, grâce à ça, donc je me suis dit que, c'était, cette liberté, que je voulais atteindre, Financière aussi ou pas? liberté financière, physique, enfin tout, en fait, Bah, le c'est fait de enfin, pouvoir c'est me quoi la dire liberté? Ouais, c'est la quoi? liberté, pour moi, c'est de ne plus se poser de questions, dans la vie, de pouvoir se dire, j'ai un contrôle sur ma vie, j'ai un contrôle sur le temps, autour de moi, sur, ce que je veux faire, ce que j'aspire à faire, sur mes rêves et cetera Est-ce que et tu de es libre? pouvoir Et alors pouvoir les réaliser, excuse-moi. Putain, faut que j'arrête de et on t'interrompre, mais j'ai tellement de questions à te on a 4 poser, heures Inès. là, je Trop vais fort, on a qu'une heure, c'est pour ça que je m'en parle. c'est une question, T'es arrivé à la liberté ou pas encore? Ou pas t'es sur le encore. chemin? Non, je suis sur le chemin, j'espère. Alors la liberté, je continue encore à philosopher dessus, d'essayer de comprendre ce que c'est réellement, si c'est associé au bonheur ou pas. Enfin, il y a énormément de, je pense, de recul à prendre, là-dessus et d'essayer de comprendre, en fait, est-ce que l'humain est libre aujourd'hui? Comment on est libre? Et je pense que c'est la perception aussi de chacun, de la liberté. Je pense que ma perception de la liberté est différente de la tienne ou de Bien d'autres sûr. personnes. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté où je me dis, bah, grâce à mon travail, je vais réussir à être libre de mon temps, être libre financièrement, être libre d'où je veux vivre, de la manière dont je veux vivre, etc. Qu'il n'y Tu a pas de limite qui me soit imposée. Et dans l'éducation que tu as eue ou dans l'enfance que tu as vécue, t'as eu le sentiment qu'elle n'était pas acquise, cette liberté? Bah, en fait, on on nous mettait souvent dans des cases, et je parle du système, éducatif, Les Arabes, là, tu heu parles? Ou on peut le dire, c'est bon. il fallait la sortir à un moment Bah donné. oui, les Arabes qui font un podcast, c'est sûr qu'on va en parler. Non, il fallait mettre les élèves dans des cases. Donc toi, tu es très bien, tu vas faire une filière scientifique, donc tu vas OK, finir ingénieur, donc des tu vas aller, étiquettes. exactement, c'est des étiquettes et le rêve ultime,
c'était d'intégrer, en tout cas pour nous, c'était de se dire, bon, bah, tu vas intégrer la bonne boîte de conseil, tu vas faire ça, tu vas travailler en finance, tu vas faire... Et en fait, c'était vraiment de mettre les gens dans des cases avec des parcours très spécifiques où tu vas aussi faire la prépa et la bonne prépa et la bonne école de commerce après. Ce qui n'est, je dis pas que c'est mauvais ou pas, je dis juste que pour moi, le fait de dicter en fait un certain parcours, pour moi, c'est pas ma vision de la liberté. Ok. Ma vision de la liberté, c'est de le choisir. Donc en fait, de me dire, j'ai envie de faire prépa parce que j'ai envie d'avoir une certaine rigueur, j'ai envie d'être dans telle école, Mhm. etc. J'ai envie de faire telle école de commerce parce qu'elle m'inspire, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et pas de me dire, bah, en fait, tu dois faire ça parce que bah, tu as choisi de faire ESP Maths. Donc ESP Maths, tu vas faire une prépa éco et après tu vas faire la bonne école de commerce et après Pour si finir en et conseil pour finir et en te conseil. faire fouetter jusqu'à minuit. C'est beau. Alors je ne sais pas si on se fait fouetter, ça dépend de la boîte de conseil. Ça Je- dépend. Mais par contre, pourquoi quand tu me parles de conseil et quand tu dis la société, genre, est-ce que ça vient de l'éducation de tes parents aussi, cette idée de te dire que tu dois être une bonne élève pour accéder au meilleur job, le mieux payé et le mieux représenté par... Enfin, le mieux Oui, validé par la bien sûr, société? et je pense que c'est pas que mes parents. Mes parents voulaient que, évidemment, j'ai un super travail, que j'aille dans les meilleures écoles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que j'aille à l'école à Neuilly, alors que de base, j'étais pas avouée à aller à l'école Ils sont dans un là-bas. ils sont aisés, enfin, oui, t'as grandi dans un milieu aisé, toi, ou pas Non, forcément? pas du tout. Mes parents, c'est moyenne classe. Ils ont fait du mieux possible pour nous donner la meilleure éducation possible, pour nous donner aussi la chance de vivre et de grandir dans un milieu justement qui nous donnait envie d'arriver à cette liberté, de pouvoir bénéficier des meilleures écoles, de pouvoir justement avoir cette idée de partir à l'étranger, parce que pas toutes les écoles nous donnent l'opportunité de réfléchir différemment et de se dire, bon, bah, en fait, on va sortir des clous habituels et on va te proposer des écoles à l'étranger qui sont top, qui sont bien classées, etc. Mhm. Euh, Par exemple, je sais que dans mon école, ils me proposaient d'apprendre le chinois au collège. C'est génial, en fait, de proposer à des enfants d'apprendre d'autres langues. T'as appris le chinois au Du coup, collège? j'ai appris le Ok. chinois pendant J'aurais 6 adoré que tu ans. me dises, bah non, j'avais la flemme. Non, mais j'ai appris pendant 6 ans et c'est grâce à ça après que je suis partie en Asie. Donc Ok. c'est génial parce que en fait, Ça te met un pied à l'étrier, ça plante ils une te graine, permettent, quoi. c'est ça. Et donc je suis mais tellement reconnaissante que mes parents aient pensé à me donner cette éducation, à me donner cette opportunité justement d'avoir un- une chance de faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Je veux te poser une dernière question, mais je me permets de poser ces questions parce que bah, je suis fils d'immigrés, quoi. Donc mes parents sont arrivés en France et je me rends compte aujourd'hui, du haut de mes petits 30 ans, Mhm. l'impact de l'éducation que j'ai eue et l'impact de la société aussi auprès d'eux. Ils m'ont éduqué et puis surtout ils sont arrivés en France en se disant, on n'est pas, bah, déjà ils n'étaient pas français, on va Mhm. commencer par ça, mais même toi, mon fils, tu ne grandiras pas comme un autre français. Moi, je me suis toujours, mais genre, on s'est embrouillé de ouf, tu vois. Moi, j'étais en Mhm. mode, mais je vais vous ramener une blonde aux yeux bleus, vous allez pas capter, ce sera ma femme. Moi, il n'y a pas de, ça va être plus dur pour moi que pour les autres. Et Ouais. j'aimerais savoir, est-ce que toi, en plus, on va en parler, mais putain, t'es une femme qui a levé des fonds dans la tech, donc c'est pas si simple. Est-ce que ça a été un sujet pour toi bah, d'être immigré ou enfant d'immigré? Est-ce que ça a été un sujet pour toi de pas être, d'être je crois, dans une des banlieues les plus chères de France et de pas être d'un milieu ultra riche? Et la dernière question dans tout ça, est-ce que ça a été aussi un sujet d'être une femme? Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a Trois beaucoup de raisons questions. qui pourraient donner... Non, mais trois raisons, pour moi, enfin, trois éléments que plein de personnes pourraient prendre comme raison pour pas se lancer ou pour pas prendre leur vie en main, en se disant c'est voué à l'échec. Et en face de moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc c'est ça que Alors, j'essaie de si comprendre. c'est une question, par exemple, de genre, je ne vois pas en quoi le genre pourrait faire que je ne monte pas ma boîte. Je me lève pas le matin en disant, je suis une femme. Euh, Aucune question de genre pour toi. Ok. je ne vais pas du tout réussir à surmonter ces challenges aujourd'hui. J'aurais bien aimé être un homme, jamais de la vie. Je me pose cette question et je pense que très peu de femmes se posent cette question. Moi, je pense que c'est vraiment une question de rôle modèle, de ce qu'on peut voir en fait de manière médiatisée. Donc, on voit des Sam Altman qui sont à la tête d'OpenAI, on voit des Elon Musk qui sont adulés. Enfin, on voit des rôles modèles à l'américaine qui sont très masculins. Donc forcément, ça pousse à un entrepreneuriat très masculin.
Et à côté, forcément, on va avoir des métiers, on va voir beaucoup plus de femmes, Mm. donc par exemple dans la mode, etc. Et donc ça crée un stéréotype. Mais c'est vraiment, c'est le fait de voir régulièrement des rôles modèles qui sont d'un certain stéréotype qu'on crée Donc on crée le stéréotype. Ok. qu'on crée tout ça. Donc c'est Mais un cercle donc toi, vicieux. femme, jamais une question, jamais un sujet, jamais même dans l'éducation, rien du tout quoi là-dessus. Alors, dans l'éducation, je pense que c'est plus un sentiment personnel, hein, le côté d'être immigré, etc. On ne sait pas en fait où est notre vraie identité parce que mes deux parents sont tunisiens, ils sont arrivés en France, ils ont commencé dès le début à faire des jobs qui n'étaient pas très, je pense, pas très Reconnu pas très même. reconnus, Ouais. ouais, au début, et ils ont monté, gravi les échelons de la manière comment dire, la plus extraordinaire possible. Enfin, pour moi, à mes yeux, ils ont réussi leurs objectifs de donner la meilleure vie possible pour leur famille et pour eux. Et ils ont atteint cet objectif. Maintenant, pour moi, justement, ils sont vraiment l'exemple de... En fait, il n'y a pas de stéréotype. Quand on veut, on peut, on va y arriver. Et c'est justement avec cette volonté et cette niaque que j'ai grandi, où j'ai vu mon père justement gravir les différentes étapes de l'entrepreneuriat, parce qu'il était aussi entrepreneur, donc où il a monté des boîtes. Il y a eu des choses qui ont réussi, des choses qui ont moins bien réussi. Et le fait d'avoir vraiment cette résilience, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas de limite, hein. En fait, on peut aller vraiment au-delà de tout. Et pareil pour ma mère quand elle est arrivée. En fait, les deux étaient étudiants. Ils avaient aucun réseau. Ils n'avaient pas d'aide financière de leur famille. C'est d'ailleurs eux qui pouvaient financer Envoyer de l'argent. leur famille à eux. Donc, c'était très compliqué. Et ils ont réussi à surmonter ça. Et je me dis, mais pourquoi pas moi, en fait? Et forcément, il y a des stéréotypes, des gens qui vont avoir des remarques. Mais pour moi, ces remarques n'ont absolument aucun impact sur ce que je fais. T'as grandi dans cette énergie Exactement. va chercher ce que tu veux et donne-toi les moyens quoi. Donne-toi les moyens, c'est ça. Que tu Ok. sois une femme, que tu sois tunisienne, que tu sois... Ok. n'importe quelle case que tu coches ou pas, tu peux y arriver, et c'est juste tes rêves qui vont te limiter. Donc, n'aie pas de limite dans tes rêves et tes objectifs de vie. J'allais dire, et ça reste visiblement ce que disent les parents, mais plus que ce que disent les parents, je crois qu'en tant qu'enfant, ce qu'on fait, c'est du mimétisme. J'ai l'impression que tu as bu cette énergie et Ouais. cette niaque et cette force de travail. J'ai cette question qui m'intéresse énormément. Je pars du principe que toute l'éducation va influencer notre Ouais. vision et ce qu'on va faire. Est-ce que tu te dis que parce que tes parents ont réussi en ayant 10 fois moins de chance que toi aujourd'hui, tu te dois de réussir pour eux? T'es responsable en gros? Alors, je le mettrai pas de cette manière-là. Je le tournerai pas comme ça. Je dirais pas que je me dois le réussir et je suis responsable de ça. Je le fais plutôt parce que justement, ça m'a motivée de réussir. Ça m'a donné envie d'y arriver. Et je ressens pas ça comme un devoir, mais plutôt comme un objectif à atteindre, comme une motivation supplémentaire, et de me dire, en fait, j'ai toutes les cartes en main, euh, j'ai juste qu'à y foncer et réussir, quoi. Enfin, il Il y a n'y pas a de... aucun risque? Non, il n'y a aucun risque. Quel est le risque? Qu'est-ce qui Bah, arriverait de le pire aujourd'hui? le pire, ce que dirait 99% de la population, te planter. Et alors? En... Vas-y, dis-moi. Mais Et non, mais alors, et qu'est-ce qui se alors, passe si tu te plantes? aux États-Unis, la plupart des entrepreneurs les plus successful se sont plantés 10 fois ou 15 fois. C'est limite un succès de se planter, parce que en gros, ils se disent, bon, bah génial, en fait, ça veut dire que tu as appris plein de choses, ça veut dire que justement, tu as acquis une expérience de dingue. Moi, aujourd'hui, enfin, il n'y a rien qui me m'arrête dans justement cette lancée-là. Et même si c'est, entre guillemets, la peur de se planter, c'est pas une peur pour moi. Au contraire, j'ai appris tellement de choses, j'ai acquis un réseau énorme, j'ai une expérience de dingue, j'ai que 27 ans. Enfin, il y a un moment où toute la vie est devant moi et il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Bon, je crois que j'ai secoué un peu Iné.
Et tu sais que j'adore une chose parce que moi je suis un stressé, un peu anxieux et t'as dit 3 fois le mot mais j'ai peur en fait et je me rends compte que je suis en train de te refléter mes peurs et toi t'es en mode mais reste tranquille, vire-moi tes peurs, moi je suis en mode good vibe, je suis en mode full envie et tout. Non, la réalité c'est que c'est aussi des messages à moi-même d'il y a quelques années où je pense que je suis... Bah tiens, je vais te poser cette question. Moi, je pense que je suis de plus en plus serein sur l'avenir, même si je ne sais pas de quoi il est fait. Ouais. Alors qu'avant, il fallait que j'ai toujours 3 coups d'avance. T'es comment, toi, vis-à-vis de l'avenir aujourd'hui? Bah, je suis pareil que toi, en fait. Je me dis que everything is gonna be okay. Vraiment, tout Ok. roule. Il y aura... Enfin, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de Catastrophe, Sidex catastrophe. ferme demain pour X raisons, problème de tech, on t'a Bah, volé de l'argent dans les caisses, blablabla. J'ai l'impression que quoi qu'il, faudra le digérer, mais tu remontes une boîte, quoi. mais non, mais ça reste pour moi un challenge et j'ai tellement de challenges au quotidien que ce sera encore ça, ce sera un problème à surmonter et en tout cas, quoi qu'il arrive, j'aurai tout donné. J'aurais En fait, c'est vraiment faire de son mieux. C'est ça le plus important C'est pour ce toi. qui est le plus important, c'est je sais que avec ma propre conscience, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai foncé, j'aurais pas pu faire mieux. Et puis après, adviendra ce qui adviendra. Et ce dont je n'ai pas de contrôle, donc là on revient sur la liberté, mais ce dont je n'ai pas de contrôle dans la vie, bah malheureusement, j'ai pas de contrôle et je peux rien y faire. Mais je M- l'accepte. Mais je l'accepte. Mais par contre, j'ai tout fait pour arriver à mon but. Maintenant, Ok. s'il y a d'autres choses, d'autres facteurs qui arrivent et qui sont pas du tout de mon ressort, et que c'est pas dû à ma capacité, au moi ou peu importe, bah c'est que voilà, c'est que je pouvais rien y faire. Et pour autant, et on va rebasculer bien sur Sidex, mais avec tout ça, je suis sûr que tu as des ambitions Mhm. démesurées. Et c'est drôle parce qu'encore une fois, plus tu as d'ambition, plus tu as de choses presque à perdre, où tu te dis on m'attend au tournant, ou putain, si Mhm. j'arrive pas à faire 100% mais que 99, je verrai le verre à moitié vide. Salut Yacine. C'est quoi ton ambition avec Sidex? Et en vrai de toi à moi, est-ce que tu doutes pas par moment? Alors, il y a tout le temps des doutes où on se dit, mais en fait, j'ai jamais fait ça avant. Est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Ok. Donc là, on n'est pas Quand que j'ai sur l'envie, Ah non, mais c'est je pas vais que tout sur l'envie. défoncer. Évidemment, évidemment que je me pose des questions au quotidien où je me dis, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que, tout bêtement, quand j'ai commencé à vendre Sidex, je me dis, mais est-ce que mon pitch, il est bien? Est-ce que j'adresse les bons interlocuteurs? Mais en fait, le doute s'estompe au fur et à mesure quand on fait. J'allais dire, tu Donc, doutes, mais tu fais quand bah, en même. fait, tu Tu vas fais chercher des et tu as tes victoires. réponses. Hmm. Parce que du coup, si je doute de mon pitch, bah, je vais pitcher et je vois qu'en fait, ça prend ou ça prend pas. Et si ça prend pas, bon, bah, allez, je barre et je recommence et je vais revoir quelqu'un. Pareil quand je fais du cold call. Tu fais du cold call, bah, au début, c'est ultra ingrat. Tu vas appeler des gens, tu leur demandes. Mais en fait, tu entraînes ton pitch. Et c'est comme ça que tu as des réponses. C'est l'action le meilleur C'est apprentissage pour l'action. toi. Et justement, la peur, pour moi, ça va soit te paralyser, soit justement faire l'effet inverse et te pousser dans tes retranchements et te propulser vers quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant pour toi. Et aujourd'hui, de mon côté, il y a eu tellement de choses où j'ai eu peur, où je me suis dit, ah mais attends, et si je vais pitcher ça comme ça, Hmm. puis il y a plein de gens qui vont me voir, et puis si je recrute la mauvaise personne, comment ça va se passer, etc. Mais en fait, bah, c'est euh, c'est un problème pour plus tard. Quand ça arrive, ça arrive. Et puis si ça arrive, on trouvera une solution. Et puis même quand il arrive, au final, t'en as parlé, il arrive 2 semaines ou 2 mois ou 2 ans plus tard, Mm. il y a eu tellement d'expérience que tu l'abordes de manière beaucoup plus sereine. Bah oui, En fait, totalement. sans t'en rendre compte, t'as chopé des armes au Totalement. fur et à mesure, enfin des Totalement. armes, des outils. Par contre, t'as pas répondu à cette question, c'est quoi ton ambition avec Sidex? Qu'est-ce que tu as raconté à tes petits vicis là, pour aller leur soutirer de l'argent? Alors, mon ambition avec Sidex, Et est-ce qu'elle a évolué? Ouais, je suis assez curieux de ça. alors, je pense qu'elle continuera à évoluer, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment créer une boîte qui va avoir deux types d'impact. Un, c'est qu'on va créer une vraie boîte qui est, euh, qui est viable financièrement, donc arriver à 100 millions d'ARR, avoir une boîte qui délivre vraiment, avoir une vraie notoriété sur le marché, une crédibilité à minima au niveau Europe, pour Mhm. se dire, voilà, Sidex, c'est euh, c'est euh, c'est un assistant intelligent et qui fait pas que de la prise de notes parce que nous, on va aller aussi cibler
pas mal d'autres choses au niveau des tâches qui doivent être complètement automatisées et qui sont rébarbatives pour la On en plupart des parle gens. juste après. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le côté très business-wise. Après, est-ce que on va faire un rachat, une entrée en bourse, etc. Moi, tant que la boîte est viable financièrement, qu'on atteint une rentabilité, qu'on croit, qu'on continue de croître de manière exponentielle, pour moi, c'est quelque chose, enfin, ça restera un problème pour plus tard. Et après, par contre, ce qui va être plutôt de l'impact interne, j'ai envie d'avoir aussi des collaborateurs qui sont motivés, drivés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont ultra drivés forcément parce que c'est les premiers. Mhm. Mais en fait, dans 5 ans, j'ai aussi envie que la millième personne soit aussi drivée et soit aussi motivée et qu'on crée un impact, que ce soit financier, mais aussi de liberté pour tous les collaborateurs en interne. Il se passe Donc, quoi si un de tes collaborateurs, un de tes premiers, un de tes early là, il se barre ou elle se barre pour monter une boîte? bah, c'est que, Tu le vis comment, toi? entre guillemets, ils ont réussi d'une certaine manière, eux, personnellement. C'est que, Est-ce que pour toi, ils ont encore mieux réussi? Le fait de quitter Sidex pour à leur tour monter une en fait, boîte plutôt que de rester chez Sidex? ça va dépendre de leurs objectifs. Si leur objectif de vie était de monter une boîte, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, leur objectif, c'est de monter une boîte, et bah, tant mieux pour eux, en fait. Est-ce C'est que qu'ils leur ont... objectif de vue est plus important que ton objectif avec Sidex? Est-ce que eux t'apportent? Mais d'ici là, ces gens-là, on va être beaucoup plus importants aussi dans la société. S'ils ont fait le tour aussi de leurs learnings chez Sidex et qu'ils pensent qu'ils peuvent plus monter en compétences comme ils le pouvaient avant et qu'ils sont mieux à monter une boîte, bah, tant mieux en fait. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver et qui vont elles aussi monter en compétences, Un qui verre à vont moitié réussir. plein. Non mais c'est vraiment. Non, mais Je pense qu'on j'adore. va. J'essaie de te prendre sur les c'est- émotions en mode t'es sûr que t'es vraiment Team Spirit? Mais Bah, oui, visiblement, Team oui. Spirit, oui, parce que j'ai aussi monté une boîte. Enfin, je suis passée par des expériences pro et j'ai fini par monter une boîte. Et ça ne veut pas dire que ces boîtes-là ont coulé parce que je suis partie. En fait, là, aujourd'hui, si je pars, oui, la boîte, elle coule. Mais si... Parce que tu portes encore la Parce que je vision, porte toutes les encore briques sont tout, à Nice, quoi. etc. Pour mes collaborateurs, c'est des personnes qui sont très importantes aujourd'hui. Et mon but, c'est aussi qu'ils soient aussi drivés tout le temps pour pouvoir monter en compétences et pour apporter de la valeur à la boîte. Je sais que c'est Mais différent de tous les autres entrepreneurs. Enfin, pas... tout le monde n'a pas Ouais. la même réponse que toi, c'est ça que je veux dire. Oui. Après, ça dépend de chaque entrepreneur et ça dépend de la vision de chacun. J'ai complètement oublié de te demander, c'était quoi cette deuxième boîte que tu as montée? J'ai monté une agence et j'ai pas aimé le système d'une agence parce que au niveau de scalabilité, c'était compliqué. Ouais, ça repose Et sur l'humain. c'était un cercle vicieux au niveau de ce que je disais sur la liberté au début. C'est est-ce que vraiment avec une agence, je vais être libre sur le long terme et voilà. Et donc j'ai décidé d'arrêter et j'ai monté Sidex. Ah ok, et direct après t'as monté Sidex? J'ai monté Sidex 3 mois après. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, quand Donc, même, hein, ça t'a encore une fois dit, ok, c'était pas le bon projet, mais c'était pas la bonne chose. je vais chercher le bon projet. Par contre, au niveau du cash, tu gagnes du cash tout de suite. Ouais. Tes clients te payent au c'est compte, c'est ça. tu C'est- payes les C'est prestats à la complètement, fin. complètement différent au niveau du business model. Mm. C'est complètement différent, mais c'était pas ça. Le cash, c'était pas le premier moteur que j'avais. Pour moi, le moteur, c'était la scalabilité. Je veux créer une machine en fait qui peut fonctionner par elle-même sans que j'ai à mettre du temps et de l'énergie tous les jours sur ce que je faisais en service en une agence, quoi. Bah, juste avant, tu as parlé de 100 millions d'ARR, on appelle ça un centaure, je crois. Et tu as Ouais, parlé. il y a un- Ouais, c'est quoi? C'était nos amis de chez Aircall qui l'avaient fait là, il y a 2-3 ans, je crois, ou il y a 2 ans. Bref, on Ouais. s'en fout. Mais non, surtout, tu as parlé d'une croissance exponentielle. Et là, Ouais. tu viens de reparler d'une machine où, en gros, tu dis clairement, j'ai pas besoin de remettre du fuel, donc de l'énergie, du temps pour que ça continue de fonctionner. Pourquoi? C'est quand même très particulier dans l'entrepreneuriat, cette ambition-là, non? Celle qui est tech, scalable. Bah oui, mais c'est ce qui fait qu'on monte aussi une boîte qui va arriver à 100 millions d'euros d'ARR. Mais pourquoi Mm, 100 parce- millions d'euros d'ARR? Pourquoi parce que pas c'est- 10 millions d'euros d'ARR? C'est déjà très bien. Parce que j'ai des ambitions et j'ai un objectif et j'ai envie de monter la boîte le plus haut possible. Il Pourquoi? y a des entrepreneurs qui montent des boîtes qui font 1 milliard d'euros d'ARR. I know, mais c'est vraiment la question que je te pose. On a Parce- posé la même question à Anthony Bourbon. Je regardais un reel l'autre jour
Ou c'est Pénélope Boeuf aussi que j'ai reçu dans mon podcast qui lui dit mais attends c'est bon t'es assez riche pourquoi toujours plus? Et bref il répondait bah non parce que c'est le fruit du travail. Mais toi je te pose cette question si ça en plus c'est pas de la richesse j'ai C'est l'impression que c'est pas financé c'est c'est pas, l'impact. c'est vraiment l'impact que tu vas avoir. Ça veut dire que tu vas réussir à avoir un impact sur encore plus de monde, sur encore plus de boîtes. Nous, Et notre il disait vision, ça c'est aussi c'est Anthony. de, bah c'est vrai, on Non mais c'est vrai. transforme le quotidien de chacun aujourd'hui professionnellement parlant. On change leurs habitudes, etc. C'est incroyable de voir une boîte qui est en train de se transformer grâce à Sidext. Et demain, j'ai pas envie d'en transformer 10, 100. J'ai envie d'en transformer euh, de manière illimitée. Enfin, c'est un sentiment que je peux pas expliquer, en fait. Donc c'est un échec si Et tu fais pas 100 millions d'ARR? non, j'ai jamais dit que c'était un échec. Ouais c'est un objectif. J'ai dit que c'était un objectif. Voilà. Mais si t'atteins pas un objectif c'est que c'est un échec. C'est pas un échec. Ah là C'est- là Inès. Non, mais c'est pas un échec. Je peux pas dire que c'est un échec. Pour moi, labelliser les choses comme des échecs et des fatalités, Non, mais tu le je vois de trouve manière ça. péjorative. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un objectif que tu portes en Oui. toi, qui a un côté où tu dis je veux pas mettre de pression, et qui a un autre où tu te dis et que tu comprends. Moi, c'est ce que je veux te Ouais. faire toucher du doigt, c'est que tes ambitions sont quand même très élevées. Bah, il le faut. Mais Il faut qu'on pourquoi il ait. le faut? Bah, il le faut parce que l'ambition, en fait, si on atteint la limite de l'ambition très tôt, très rapidement, après, qu'est-ce qui va nous driver? T'as peur de ça? T'as peur de plus D'arriver. avoir de driver? Ah, j'ai pas peur de ça, mais je sais qu'un jour ça va arriver. Et le jour où ça va arriver, c'est que à la fin, enfin, Sidex, ce sera peut-être plus le projet pour moi à ce moment-là. Est-ce que t'as des choses à te prouver? Ah, comme tout le monde, je pense. Ouais, mais Tout le monde a vraiment à envie, travers la conversation qu'on est en train d'avoir sur les ambitions de Sidex. Est-ce que tu dois te prouver que tu peux arriver à 100 millions d'ARR? Comme il y a 2 ans, tu voulais te Ouais. prouver que tu pouvais lever de l'argent? Je pense que oui. Je pense qu'il y a toujours une question de se remettre en question et de se dire est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux arriver à ça? Et forcément, moi, je me mets des mini-objectifs, hein. Le 100 millions, c'est pas mon objectif de demain, c'est mon objectif long terme. Mais je me mets des mini-objectifs et je me dis allez, est-ce que tu vas y arriver? Et en fait, on s'auto-challenge. Et pour moi, c'est comme ça que je grandis d'une certaine manière. Donc, bien sûr que j'ai des choses à me prouver. Il faut que enfin, je me dis à moi-même il faut que tu y arrives. Il C'est faut c'est que ça tu... un entrepreneur ou une entrepreneuse quand on dit qu'il a la dalle? C'est ça que tu dirais ou pas? Hmm, C'est qu'il y ouais, a quelque peut-être que chose la qui dalle, est encore c'est plus... la résilience, le fait de pouvoir persévérer, peu importe. Mais c'est Euh, aussi de trouver un moteur qui est plus fort que oui, l'argent, plus fort que... C'est un truc qui... c'est un moteur émotionnel. En fait, si Ouais. c'est juste financier, si c'est juste, ok, je veux gagner 1 million, en fait, t'atteins tes 1 million et puis après, c'est fini. Hmm. Mais en fait, le côté, c'est pas qu'un côté financier. Ceux qui vont te donner un chiffre, en fait, ils vont pas vraiment te donner un chiffre. Ce qu'ils veulent, c'est justement avoir un côté Bien sûr. beaucoup plus de se dire, en fait, moi, je veux être riche. C'est Et il y aura, démesuré. et c'est et- démesuré. Hmm. Quand ils atteignent 1 million, bah, en fait, ils disent non, mais moi, c'est pas 1 million, en fait, c'est 10 millions, et en fait, Bien c'est 100 sûr. millions. Et en Même fait, avant de c'est l'atteindre, il y a ça. 1 million. Dès qu'ils C'est savent que c'est jouable... Ah, c'est ça. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Est-ce que te fixer un objectif qui est trop facilement atteignable, ça te drive pas? Bah Est-ce que oui, tu parce que... fais des objectifs, parfois tu dis c'est big, et quand tu le fais, t'es en mode c'est tout? Et limite, c'est décevant. Tu vois ce que je veux dire? Bah, évidemment que si c'est trop facile et que je sais que c'est trop facile et je sais que je vais y arriver, pour moi, c'est pas un objectif. Pour moi, c'est plus une to-do où je dois cocher la case. Ok, Pour moi, un objectif, il y a quand même un peu de challenge. ok. On est aussi dans une compétition un petit peu, Non, faut mais se le bien dire. sûr. Et je parle pas d'une compétition type les concurrents de la boîte, c'est une compétition envers soi-même de se dire, De en te gros, challenger. je me challenge, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux réussir à, euh, à atteindre ça? Est-ce que je peux réussir à contourner le problème? De quelle manière je vais contourner le problème? Je pense qu'il y a vraiment cette dynamique-là, plus que de se dire, bon, voilà cet objectif, je sais que je vais l'atteindre dans 2 semaines. Et une fois que je l'atteins dans 2 semaines, je me remets un objectif que je sais que je vais encore atteindre dans 2 semaines. Ouais, je vois Parce ce que tu ça, veux dire. pour moi, c'est pas moteur, c'est pas ce qui me fait me réveiller le matin et me dire ah je vais tout dé, je vais y arriver aujourd'hui quoi. Je vais tout déchirer, c'est ça que tu voulais dire, mais je le sens. Je sens que c'est les bons matins quand tu te réveilles comme ça. Revenons à nos moutons. Sidek, j'aimerais comprendre dans la value prop. Bah, en fait, même avant ça, j'allais dire encore une fois l'humain, j'allais dire merci, tu nous proposes de l'IA qui nous fait gagner du temps et qui va pas nous remplacer, ça fait plaisir. Mhm. Non, je rigole. Je lui ai parlé de la communication, je lui ai parlé du fait que
enfin, je trouve ça tellement intéressant, même la prise de notes. J'ai des images de moi, tu sais, vraiment au collège, on Ouais. commence à dire maintenant, on dicte plus, tu sais, c'est toi qui. Moi, j'étais en PLS, hein. J'étais en mode, mais comment on va faire? J'ai pas appris à faire ça. Je me revois regarder les sous-titres, tu sais, Star Wars à l'ancienne, j'arrivais même pas à tout lire au début. Donc, vraiment. Un grand merci, même si j'utilise pas la solution. Mais j'aimerais comprendre une chose, c'est comment tu as eu l'idée. Et c'est quoi la mission en fait à travers ça? T'as parlé, si tu veux nous parler aussi des prochains produits que vous allez lancer ou des prochains pains que vous allez attaquer. Déjà, on va bientôt résoudre ce problème-là du fait que tu n'utilises pas la solution. Bah, écoute, Tu non, vas la tester et mais tu je vas fais nous dire ce très que peu t'en de penses. réu, mais si tu Sur tes savais. podcasts. Mais tu vois bien que mes podcasts c'est full impro. Mais tu sais que c'est intéressant, c'est parce que c'est full impro que je n'ai aucun filet que je suis obligé d'avoir une attention très soutenue avec toi de A à Z. Parce que si je suis Ouais. sur mes notes, et c'est ce qui fait que j'oublie des questions par moment, mais si je suis sur mes notes, je vais pas t'écouter. Ouais. Voilà, je suis très honnête, hein, tu vois. Eh ben, c'est- Bon, vas-y Inès, raconte. Alors, donc tout ce qui est... on parle du pain, du coup, de... Ouais, le pain, la phase d'idéation, Ouais. et en fait, et je vais aller plus loin, pourquoi c'est ça où tu t'es dit Ouais. it's going to be 100 millions ARR company. Bah, c'est parce que surtout, j'ai travaillé dans le milieu de l'IA quand j'étais en scale-up en 2017-2018. Chez qui? Et j'étais en Asie dans une scale-up entre l'IoT, le BTP. Enfin bref, on faisait de l'analyse IoT dans le prédictive. BTP avec l'IA. On faisait, Ok. on faisait de l'analyse prédictive sur des chantiers, des endroits un petit peu dangereux pour pouvoir détecter des problématiques humaines. Enfin bref, Donc, de c'était une logistique, fonction etc. d'ingé que tu avais là-bas, toi? Non, donc ils étaient peut-être 15 ingés. Moi, j'étais la seule business Je veux dire sales, ouais. aussi non chinoise, parce qu'ils étaient tous chinois aussi. Donc, c'était vraiment comment faire le développement de la boîte au niveau international. Donc, l'expansion en Asie du Sud-Est, en France, en Australie. Commencer aussi à pénétrer le marché européen. Et comment on pouvait concrètement vendre une solution complexe. Parce qu'à Hong Kong, ils étaient super bien installés, tout le monde les Mhm. connaissait. Mais à l'étranger, personne ne les connaissait. Ils avaient du mal à pouvoir expliquer leur value proposition. Et donc, à ce moment-là, je découvre la puissance de l'IA. Et à l'époque, on ne parlait pas d'IA, on parlait plutôt d'automation, de machine learning. Oui, on parle de machine learning. Ouais, on parlait Plus de big technique data. même que Tu vois, IA. tu vois, on parlait beaucoup. De On parlait. NLP, C'est ça. ouais. Bah, du coup, au début, même mes pitchs, c'était je parlais beaucoup d'NLP en 2021, alors que aujourd'hui, c'est un petit peu Language processing, ouais. Et- Putain, et ARR, Annual Recurring Revenue, désolé, on donne un petit peu le jargon. Un peu tard, mais bon, désolé. Ok. voilà. Donc, bel enjeu, j'imagine. Ok. Donc, bel enjeu. Donc, je découvre ça et je me dis, mais attends, il n'y a pas de vrai modèle applicatif concret pour lequel on peut utiliser l'IA, parce que là, on l'utilise beaucoup, mais on l'utilisait beaucoup en back-end. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, on l'utilisait tous les jours de l'IA sans Ok. s'en rendre compte. Ok. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, je me dis, mais aujourd'hui, on utilise ça mais que en shadow. On ne Mhm. l'utilise pas de manière concrète. Donc, je pitch mon... Je veux dire que c'est pas un produit proposé sur une innovation Non. comme ça. Ok. Pas du tout. Là où aujourd'hui, on peut visualiser en fait la manière dont l'IA peut nous apporter de la valeur au quotidien. Ok. Donc au début avec Sidex, on a pivoté plein de fois. Au début, on targetait des entrepreneurs. Après, on est passé sur des entreprises un peu plus matures. Après, on est là aujourd'hui. on C'était est toujours plus la passé sur même des- value prop, c'est la prise de C'était- rendez la prise de notes pendant les Non, rendez-vous. ça a évolué. Alors au début, pour expliquer vraiment la genèse de Sidext, au tout début, c'est que je mettais en relation des entrepreneurs. Je faisais de la prise de notes moi-même manuelle Merci Lia. là-dessus. Et j'étais l'IA en fait qui faisait cette prise de notes. Je générais donc des petits summaries de tout ce qui a été dit. Mhm. Et après, je les ajoutais, je classifiais ça. J'avais créé un Discord. Et sur ce Discord, donc j'avais classifié les tips marketing, les tips juridiques, etc. Et c'était moi qui intégrais en fait toutes ces données. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est impossible. Pourquoi il n'y a pas d'outil qui existe aujourd'hui et Mais- qui peut réussir à faire ça automatiquement? C'est une manière je- de valider le besoin pour toi? Eh ben pour moi, c'était une manière claire de valider le besoin parce qu'en fait, tout le monde en avait besoin. Tout le monde avait besoin de ces tips. Quand je parlais autour de moi de ce que je faisais, les gens me disaient, mais t'imagines, dans mon quotidien, si j'avais ça, Folie, quoi. ce serait génial.
Et donc, je pitch cette idée à quelques concours. Donc, il y avait d'abord des concours Salesforce, SAP, Google. Et en fait, à chaque fois, c'était génial idée, business model nul. Donc, on va retravailler le business model ensemble. Mais le concept Le est problème et la incroyable. solution. Et Ok. si tu sais comment arriver à le créer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ChatGPT, donc c'était encore un petit peu flou. Mais si tu sais comment on peut mettre ça en place, bah let's go en fait. Hmm. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je gagnais ces concours, ils m'aidaient, ils me donnaient un prêt financier, ils me donnaient des bureaux, j'avais de l'aide de leurs ingés, etc. pour démarrer et construire le produit. Ok, trop cool. Donc c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Donc j'ai pivoté plein de fois. Et après, je suis arrivée vraiment sur le vrai produit qu'on a créé, donc en début 2000, enfin plutôt milieu 2022, Ok. on va dire, parce qu'il y a eu toute la phase d'idéation avant, milieu 2022, pendant un an, où c'était un an et demi de R&D pur. Donc, que Et du donc, product. c'est Enfin, ça. ok. Valider aussi, donc faire des tests, etc. Valider, L'IA, juste comprendre, enfin, la personne qui gère la tech, tu as dû rembaucher quelqu'un ou tu l'as externalisé au je l'ai début? externalisé. Au début, je voulais Donc on vraiment peut trouver lever un des freelance. fonds sans avoir Alors le après, c'était PhD. après, c'était internalisé. Pendant la levée de Ok. fonds, c'était internalisé. Ok, d'accord. Non, mais Mais, intéressant. mais au tout début, moi, ce que je voulais, c'est juste, je voulais avoir un produit qui fonctionne. Hmm. Je sais que j'étais un peu la sales de la boîte. J'avais appris à coder pendant la période où j'étais en scale-up. Donc, j'avais fait la base de la base et On j'avais balance avoir un ça comme ça. prototype. Non, mais c'est rien d'extraordinaire. C'était vraiment le Non, mais meuf, basique. tout le monde sait pas coder. Arrête. Mais quand je monte une boîte dans la tech, ça donne un petit peu plus de crédibilité aussi à Ah la, bah, va voir à le la nombre de boîte. CEO qui ont fait une école de commerce, qui gèrent des boîtes d'IA et qui savent pas coder. J'en suis sûr qu'il y en a plein. Mais En bref, tout cas, passons. j'avais fait le proto et juste la base pour essayer de comprendre s'il y avait un intérêt. C'est pour ça que je pitchais dans ces concours où je me disais, bon, bah, en fait, on peut le faire. Aujourd'hui, je n'ai pas les capacités de le faire. Je peux juste créer ça. Je suis l'IA derrière qui peut aussi valider le besoin. Mais par contre, je cherchais Inès justement artificielle. C'est exactement ça. Et, et après, j'ai cherché donc deux freelances qui m'ont aidé à développer le prototype. Et en fait, un des deux freelances a fini par devenir après CTO de la boîte, etc. Et Ouais, à, trop cool. et intégrer au fur et à mesure le projet, alors qu'au tout début, il voulait juste être freelance en fait. Il cherchait même pas il voulait même pas être CTO d'une boîte ou quoi que ce Et soit. on Il revient voulait avec juste, la naïveté, non? Oui, c'est ça. Et tu es C'est rentré, tu lui as montré un produit, il a voilà, bossé dessus, et c'est ça. puis... Enfin, mais c'est drôle parce que quand j'entends les 50 pivots que tu as fait, enfin je dis 50, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu tellement, tu sais, quand on parle d'un pivot dans la startup, d'ailleurs, on aime bien dire, ouais, on pivote et tout, genre comme si c'était un big deal. En fait, pour toi, c'était quoi? C'était juste, t'étais tout le temps en itération, t'essayais de C'est ça. voir quand est-ce que ça mord. C'est ça. Et le jour où ça a mordu, c'est le jour où tu as incubé la boîte, où tu as créé la boîte à proprement dit, parce que tu as dit qu'il y a eu toute cette phase Oh, d'idéation j'ai en créé amont. la boîte officiellement en 2022 quand j'ai gagné les concours. J'ai Ok. intégré Station F à ce moment-là, du coup. Ok. T'as gagné quoi comme concours? Salesforce, c'était le premier concours que j'avais gagné où j'ai eu Pas mal. donc un prix financier, etc. Mais c'est ce qui a aussi, ça peut aider d'autres entrepreneurs. J'ai commencé avec zéro. Donc il fallait que je trouve de l'argent quelque part. Et pour moi, les concours C'est combien que étaient, tu gagnes là-dessus? on avait plein de concours différents. Je pense en tout et pour tout, au tout début de Sidext, entre la bourse French Tech, les concours, etc. J'ai fait aussi une toute petite levée en business angel parce que j'ai trouvé des business angels qui ont voulu m'accompagner à ce moment-là Trop cool. et qui faisaient pas partie de mon. Enfin, c'est pas ma famille, c'est pas mes parents qui m'ont donné de l'argent, c'est vraiment des BA qui ont cru très 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 tôt en Sidex parce que ils m'ont vu passer sur des concours, des choses, etc. Et en tout et pour tout, je pense qu'on a eu pour 200 000 euros de gagner au début de la boîte, J'allais ce dire qui est énorme. j'allais dire de l'argent gratuit et c'est même pas vrai. Parce qu'en fait, même si tu gagnes pas, bah, tu as participé à un pitch, tu es exposé avec la marque Salesforce qui va communiquer dessus sur LinkedIn, etc. C'est ton premier terrain de jeu, j'imagine, LinkedIn. Je voulais juste revenir sur une chose qui est sur la communication. Mhm. Encore, on est très mauvais, les humains, là-dessus, tu vois, sur la prise de notes, la compréhension, tout ça. Notre attention même. J'entends des choses du genre, quand on fait une réunion, apparemment, tu retiens que 30% d'une conversation. Alors, sur Pas la beaucoup. sur la communication, je pense qu'il y a un sujet de forme et de fond. Il y a beaucoup de choses qu'on dit d'une certaine manière aussi qui n'est pas pris en compte dans la manière dont on communique.
il y a tout le jargon, les acronymes, un peu ce que tu disais tout à l'heure, où tu parlais d'ARR, comme Mm. si tout le monde allait comprendre ce que c'est un ARR. Et pareil pour moi, il y a plein de fois où je mets des mots en franglais en me disant, ah bah tout le monde va comprendre ce que je dis, alors que pas du tout. Donc il y a vraiment ce côté où on peut... Vous aidez là-dessus, Sidex? Vous faites des petites traductions ou on a tout un modèle de personnalisation où tu peux personnaliser ton jargon, tes acronymes, D'accord. tout ce qui est mis en place. Donc, en fait, tu apprends à l'IA parce que l'IA aussi commence Bah, elle s'enrichit, j'allais dire, sans, en ouais, chaque use case. sans, Ok. elle a pas de playbook au début de comment on doit parler dans l'univers d'une startup. En fait, tu vas lui dire comment parler dans l'univers d'une startup. Elle va apprendre au fur et à mesure. Comme moi au début, où je ne savais pas ce que c'était. La plupart du jargon startup, je ne le connaissais pas. Ok. Et j'ai dû apprendre en posant des questions, en essayant de comprendre sur Internet ce que c'était un MRR, ce que c'était un ARR, ce que c'était Rien un de deck. compliqué. Enfin, non, mais il n'y a rien de Non, je compliqué. sais, C'est mais ça juste peut faire peur en fait aux gens. une manière C'est de juste un petit parler. jargon. Ouais, c'est comme de la Et politique au final. oui, Ils ont tous c'est leur ça. jargon et ils disent tous les mêmes choses. Mais ok. Et dans les grands groupes, c'est pareil. Il y a du Mhm. jargon interne, il y a des acronymes internes. Donc ça, c'est des choses dans la communication qu'il faut arriver à déceler. Il y a toute la partie accent aussi. Donc il y a des gens qui ont des accents prononcés. Et par exemple, quand on parle en anglais, bah, il y a plein de Français qui ont un accent très français quand ils parlent bon anglais. Donc par exemple, c'est des sujets qu'on a dû adresser très rapidement parce qu'on s'est dit, OK, quand on a un Français qui parle anglais ou un Espagnol qui parle français, Ouais. comment en fait l'IA va essayer de comprendre pour qu'on ait une prise de notes et une information qui soit correcte. Et c'est quoi on arrive à la fin, mais si tu veux nous spoiler un petit peu sur les autres use cases. Le premier, c'est vraiment de dégager du temps pour que les personnes puissent être focus, j'imagine, sur le call, ou enfin la réunion, et avoir leur compte rendu. J'allais dire, bon, en 2 ans, il y a eu aussi d'autres outils qui se sont lancés là-dessus. Mhm. Je suis sûr que ça t'a motivé et challengé. C'est quoi la suite? Nous, là, on est en train de travailler sur de l'analyse conversationnelle. Donc, en fait, on va analyser ce qui a été dit pendant la réunion par rapport à ton besoin, toi, en tant que dans ton métier. Donc, typiquement, si tu fais de la finance, tu vas pouvoir générer un rapport financier et on va pouvoir automatiquement avoir une IA qui va pouvoir analyser, te dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, pour quelles raisons c'est pas bien, quels sont les critères, etc. Selon ce que toi, tu aurais pu paramétrer sur la plateforme. Ok. Donc, ça peut toucher par exemple le secteur financier, ça peut être pour des commerciaux, ça peut être pour des RH, ça peut être pour des chefs de projet, pour du management aussi. Donc, tu peux demander à l'IA, est-ce que j'ai bien coaché mon équipe? Est-ce que mon équipe était bien motivée? Est-ce que tu as des conseils à me donner? Et puis l'IA va te dire, ouais, en fait, tu parles trop, tu fais trop jeu, t'interromps les gens, donc tu devrais parler comme ça, comme ça, comme ça. Elle Et en te fait, dirait ça, l'IA? ah Parce bah qu'il oui, y a un petit peu de finesse, tu vois, il y c'est a pas que du ah rationnel non, dans non, tout ça. mais en fait, elle va pouvoir comprendre au fur et à mesure. Son rôle, c'est d'assister et de comprendre qui tu es, quel est ton métier, sans être trop intrusif. Hein. On a vraiment ce côté où on se dit ah, l'IA, elle va tout connaître de nous, j'ai peur, etc. En fait, pas du tout. L'IA, elle va apprendre au fur et à mesure de la manière dont on fonctionne dans le milieu du travail. Et son rôle, c'est de nous accompagner. C'est d'essayer de se dire, OK, comment moi je peux t'assister et t'aider? Tu es un RH, tu dois cocher des scorecards et tu dois dire si une personne, Hmm. elle match les critères de l'entreprise. Est-ce que, je sais pas, elle parle bien anglais? Est-ce que elle a tant d'expérience? Est-ce qu'elle a l'esprit qui est recherché dans la boîte? Et l'IA va te dire, bon, bah, en fait, elle l'a parce qu'elle a dit ça, 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 ça. Et après, c'est à nous, en tant qu'humains, de juger et de se dire, bon, Il y a une est-ce que... appréciation humaine, Voilà, quoi. Ouais. c'est ça. Mais Et on est là pour t'épauler. l'idée, c'est qu'elle assiste, elle va pas remplacer l'humain. C'est Hmm. vraiment ce côté où il faut qu'on arrête de dire ça et plutôt de se dire qu'on crée cet assistant intelligent. Et tous les outils aujourd'hui sur le marché vont dans des directions qui peuvent être similaires ou différentes, mais nous, on veut vraiment aller sur ce cas de figure-là. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que là, je me dis, ah, mais attends, est-ce que en rentrant dans un cas de figure, tu sais, dans une boîte, notamment un grand groupe, est-ce que c'est pas comme ça que tu commences à faire de l'A/B testing sur des nouveaux use cases, cas d'usage? Désolé pour l'anglais, mais on va pas en parler parce qu'on n'a pas le temps. Je suis vraiment désolé. Par contre, j'ai une dernière question. On a dit qu'on en parlerait, donc je te pose la question. Et c'est drôle, tu parles d'aspect financier, où là, je me dis, dès qu'il y a des chiffres, c'est un petit peu touchy. On va parler de security. Question toute simple, pour la gouvernance et comment dire, merde, j'ai plus le nom, la souveraineté numérique, qui détient nos datas? Alors, qui détient vos datas, ça va dépendre de Tu quel... bosses avec qui en gros chez Sidext?
C'est qui vos fournisseurs de... Alors, nous, on va bosser par exemple avec des fournisseurs de LLM en open source qu'on va installer nous sur nos machines Ok. et qu'on va faire tourner pour pouvoir sécuriser la donnée. L'idée, c'est que ta donnée, elle ne reparte pas derrière quelque part d'autre, qu'elle ne soit pas réentraînée sur des modèles énormes avec toutes les données d'autres clients, qu'en fait, chaque client a sa propre base de données, a sa propre donnée qui monte en compétence. C'est pour ça qu'on a la personnalisation, donc Donc le elles côté... interagissent pas entre elles. non. T'as pas, je sais pas, deux clients qui sont en fait des compétiteurs et du coup ils pourraient... Non. Justement. Jamais. Ouais, Ça, bah oui, je suis con. c'est terrible. C'est terrible, justement. Ça pourrait, ça pourrait, comme ça. Bah oui, non. ça pourrait planter tout notre Oui, business, oui. justement. Ok. Non, là où nous, on a vraiment cette particularité, c'est cette sécurité des données. On assure à tous nos clients que ça ne va pas partir ailleurs. On veut vraiment les stocker soit en Europe, soit en France pour être hors du Patriot Act, Cloud Act, tout Ok. le côté très intrusif Mais c'est des les bases de données LLM aussi. qui te proposent déjà ça ou tu dois passer sur un cloud à côté, un fournisseur de cloud? Ah oui, il y a un fournisseur de cloud. Ok. Là, on essaye de regarder donc, tout ce qui est fournisseur de cloud souverain. Donc, Ok. C'est l'idée, lequel? alors, il y a Je soit des je clouds pense à français, OVH, mais bon, il y a des clouds français, ça a mais il y a cramé il y a aussi pas des longtemps. clouds, il y a des clouds Ça. français, mais il y a aussi des clouds américains qui vont s'adosser Ok. à des structures françaises. Donc, typiquement, Google sur Sens avec Thales, Microsoft Azure. vient de sortir Bleu avec Capgemini et Ok, Orange. ok. Donc, en fait, chaque entité va pouvoir proposer sa solution. Maintenant, c'est à nous de dire, en gros, qu'est-ce qui matche bien avec les besoins du client et qu'est-ce que nous, on peut proposer au client. Mais ça reste toujours souverain, français euh, et sécurisé, encrypté avec tout qui est sur nos machines locales. C'est ça le competitive advantage, une boîte qui va lever 300 millions aux US avec une techno qui est similaire à la vôtre. Une boîte qui lève 300 millions, alors il y a des boîtes qui ont levé Bah oui. 200 millions Ouais, et qui font exactement la même chose, qui sont aux US et qui ne vont jamais pénétrer le marché français, ou en tout cas ne vont jamais adresser nos clients. Ils vont pénétrer le marché peut-être auprès des freelances, auprès Et des c'est ça le solopreneurs. blocage, je dirais, c'est la data. C'est la data, Ouais. 100%. En Donc, fait, c'est des... Quand on dit que la France ou l'UE nous saoule sur la protection de notre data, tu vois, enfin bref, il y a beaucoup de merde, je sais pas le bon adjectif, mais de personnes qui tapent dessus, notamment sur LinkedIn. Toi, tu dirais qu'au contraire, c'est une aide pour ton business de Ah nous ben, elle crée en des B2B. barrières d'entrée qui sont énormes. En fait, Ok. toutes les boîtes de plus de 50 employés, ou même il y a même des boîtes de moins de 50 employés qui recherchent des solutions, il y a toujours une DSI qui va bloquer et qui va dire bon, est-ce que vous cochez les bonnes cases? Et avec RGPD, souveraineté, pas d'intrusion dans nos données, Mhm. etc. Et les 95% des boîtes qui existent aujourd'hui de note taking et qui en plus sont aux US ne cochent pas ces cases-là et ne pourront jamais adresser ce marché. C'est pour ça qu'on n'est jamais en face d'elles quand on est En quand appel on est- d'offres ouais, ou autre. c'est ça. Mais je t'embête 30 secondes là-dessus. Admettons, l'Europe vire à l'extrême droite. Je crois que c'est possible. Et qu'ils décident de faire sauter toutes ces lois. Est-ce que c'est une compétition qui va mettre un petit peu à mal Sidext? Est-ce qu'au contraire, tu pars du principe que si ça arrive, ce sera pas au moins avant au moins 2 ans, admettons, et donc du coup, vous avez le temps de prendre votre part de marché? Alors, il y a deux choses. Déjà, ce ne sera pas fait du jour au lendemain, Bien si c'est sûr, fait. bien sûr. Et si c'est fait aussi, ça doit être en accord avec les grands groupes existants, parce que les grands groupes aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'avoir leurs données qui est regardée constamment par les gouvernements, par un parti politique s'il en a envie, par ci, Ok, par donc ça. la souveraineté, on est aussi convaincu d'un point de vue Ah, B2B qu'on garde bah, nos la data. souveraineté Ok. des données, bien sûr, les corporates, ils vont jamais se dire bah oui, en fait, c'est OK, on change les lois et puis on va avoir accès à toutes nos données sans problème, alors que c'est des données ultra sensibles et des données internes. Putain, mais j'adorerais avoir les deux sons de cloche, tu vois, d'un grand groupe, même un LVMH en France, versus, tu vois, tu prends... bon, je connais pas de grand groupe dans le luxe aux US, faut croire que c'est pas leur denrée, mais je serais assez curieux de voir la différence d'avis, et je suis sûr et certain que si aux US, tu vois, il n'y a pas cette souveraineté numérique, ça doit être offset par d'autres choses, et je sens qu'il y a de l'argent en jeu, mais ce ne sera pas le sujet de cette fin de podcast. Ce podcast va terminer avec mes petites questions du tac au tac, et là c'est juste une question pour l'ego, mais as-tu pris du plaisir, Inès? Oui, j'ai pris énormément de plaisir. Yay, ça fait plaisir. Première question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères heureuse au quotidien?
8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche au quotidien? 5. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie perso au quotidien? 8. Et à quel point ce même job et ce même quotidien d'entrepreneur te demande de l'effort ou est difficile? 9. 9. Dit-elle avec un big smile. Donc beaucoup de plaisir dans la douleur. C'est ça. Et c'est ma dernière question qui n'est pas une question du tac au tac, tu peux prendre un peu de réflexion. Mais projetons-nous il y a quelques années. Moi, tu m'as dit que tu avais 27 ans. Donc, bon, ouais, je vais pas faire les maths flemme, mais on va dire il y a 20 ans, on est en primaire. C'est quoi la matière que tu aurais voulu avoir et qu'en réalité que tous les Français devraient avoir qui n'existe pas? La gestion de l'argent. La gestion de l'argent? Même quand on est en primaire, on doit savoir comment gérer nos billes à la cour de récré, comment pouvoir gérer nos cartes Pokémon. Et c'est le moment de parler des mecs qui m'ont volé mes billes à l'époque. Je fais le mec, mais j'ai des noms dans la tête. C'est ça le pire, tu vois. Mais mieux, bref, on est potes aujourd'hui, ça va. Un grand merci, Inès. Moi, j'aime bien terminer avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui nous regardent, mais surtout celles qui entreprennent ou qui nous écoutent, bref, mais qui entreprennent. J'espère, franchement, moi, en tout cas, tu m'as rassuré avec mes peurs. Donc, un grand merci. Si à l'inverse, tu n'as pas assez peur, appelle-moi un jour. Je pourrais te retranscrire toutes mes craintes. Et voilà, un grand merci de nous avoir inspiré, Inès. Un grand merde dans Sidext. Et à très vite. Merci. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.